Bonjour et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actu à l'Assemblée, au Sénat et que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec Stéphanie Despierres. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et aujourd'hui, pour commenter toute cette semaine encore largement consacrée aux retraites, notre invité est le député Christophe Nejlen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député d'Hiver Droite des Vosges et on va commencer par vous présenter. Alors Christophe Nejlen, vous êtes né à Remiremont en 1983, vous dirigez une entreprise d'ameublement. En 2007, vous optez pour la politique, c'est donc votre premier mandat. L'année dernière, vous avez rédigé un rapport sur les moyens des forces de l'ordre. Vous bataillez pour l'accès à la santé dans le monde rural, contre le démarchage téléphonique abusif. Vous venez d'ailleurs, je crois, de faire adopter une proposition de loi sur ce sujet et vous siégez dans le groupe UDI Agir et Indépendant. Et l'indépendant, le seul de ce groupe de centre droit, c'est vous. Alors ça signifie quoi pour vous, l'indépendance ? C'est la volonté de se présenter avant tout pour un territoire. Et c'est pour ça que je me suis vraiment engagé, originaire des Vosges, depuis toujours dans ma circonscription. Je voulais vraiment porter la voix des territoires ruraux. Après, j'ai rejoint un groupe qui est un groupe libre, clairement, où nous avons vraiment une vraie liberté de vote et surtout un bon esprit. On arrive à travailler ensemble très correctement sur des textes. Tout en faisant valoir mon indépendance, j'arrive à apporter ma pierre à l'édifice et c'est vraiment ce que je voulais aussi bien au niveau national qu'au niveau un peu plus local. Bien, on va essayer de voir comment s'applique cette indépendance à l'actualité de cette semaine. Et d'abord, l'opposition qui se mobilise à l'Assemblée et au Sénat contre la réforme des retraites. Elle juge le Parlement méprisé et réclame à l'exécutif de prendre en compte les critiques du Conseil d'État. Et c'est fini pour la première lecture de la loi bioéthique. Les sénateurs ont validé la PMA pour toutes, mais en traçant de grosses lignes rouges. Et enfin, l'Assemblée adopte la proposition de loi de La République En Marche contre les violences conjugales. Le texte rend possible la levée du secret médical pour signaler les victimes. Et on commence cette émission par ce qui va occuper le Parlement pendant une grande partie de l'année 2020, la réforme des retraites. Alors que les premières auditions sur la loi retraite viennent tout juste de démarrer à l'Assemblée, la bataille politique est déjà lancée. Droite et gauche rivalisent de créativité pour mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. À l'Assemblée, la journée de mardi a donné le ton. Clément Méric. Ils ont voulu marquer le coup. Arrivés groupés aux 4 colonnes, écharpe tricolore en bandoulière, les députés Les Républicains sont en colère. Nous ne pouvons accepter de devoir examiner un projet de loi sur les retraites sans que nous ne sachions rien de son financement. Les travaux sont bâclés, le Parlement est méprisé et le débat est entravé. Cette colère, c'est toute l'opposition qui la partage. Procédure accélérée, recours excessif aux ordonnances, études d'impact incomplètes, les griefs ne manquent pas. C'est absolument honteux. On a 4 jours pour digérer 1500 pages d'une étude d'impact dont le Conseil d'État dit qu'elle est mauvaise. Nous nous préparons à une bataille extrêmement rude et nous n'avons pas l'intention d'être sympathiques. La gauche promet une guérilla parlementaire, motion de rejet, de censure ou référendaire, amendement de suppression. La majorité se tient prête à répliquer. Faire de l'obstruction parlementaire, c'est un droit. Utiliser jusqu'à la corde les procédures, les possibilités, c'est leur droit le plus strict. C'est notre devoir de nous y opposer par les mêmes voies légales. Mais nous portons une réforme de fond. Qu'ont-ils à répliquer des batailles de procédure ? Le ton du gouvernement est moins martial, mais il appelle lui aussi l'opposition à débattre du fond de la réforme. Cela dépendra aussi de la façon dont cette Assemblée voudra traiter le sujet, en le prenant soit dans le détail, soit globalement, mais pas par l'intermédiaire de postures ou en multipliant les incidents. Les premières auditions en commission se sont déroulées dans un climat serein, mais la vraie bataille commence lundi avec l'examen du projet de loi. Christophe Nejlen, est-ce que c'est un texte à trous, ce projet de loi du gouvernement ? On peut dire que c'est un gruyère. Mais il y a le fond et la forme. Sur le fond, on a besoin de revoir notre système de retraite, on a besoin d'avoir plus d'égalité, tout simplement. Moi, je ne trouve pas normal qu'un chauffeur de bus dans les Vosges, en retraite, gagne moins qu'un chauffeur de bus à Paris qui a la RATP. Donc on a clairement besoin d'avoir un système beaucoup plus égalitaire. Mais est-ce que c'est cette réforme qu'il faut ? La question. La problématique, c'est que non, justement. Et c'est là où on a des vrais problèmes.
quand on regarde l'âge pivot, moi j'ai Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et de mon groupe parlementaire, qui a fait une excellente proposition qu'on pourrait laisser le choix aux Français. En disant, au lieu de choisir entre partir à 64 ans, on vous propose de travailler 25 minutes de plus par jour, 37 heures par semaine. Mais vous continuez à partir à 62 ans. Moi, je l'ai testé dans ma circonscription, en parlant un maximum dans toutes les manifestations auxquelles je vais. L'idée est très très bien accueillie, en disant oui, nous on préfère travailler 25 minutes de plus par jour, mais par contre partir à 62 ans et pouvoir profiter de notre retraite. Je pense que là, ça va être une bataille que mon groupe va porter aussi, en disant ce n'est pas l'âge pivot, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Les 64 ans ne doivent pas être l'alpha et l'oméga. On va revenir tout de même au débat parlementaire. On a entendu là, dans le reportage, un certain nombre de députés de l'opposition qui râlent énormément. Est-ce que vous jugez que l'exécutif manque de respect au Parlement ? Oui. Je pense que cette réforme, elle ne va pas être facile pour eux. Mais la réalité des choses, c'est que le texte, l'étude d'impact, fait 1030 pages. Vous ne pouvez pas... Il va y avoir 20 000 amendements. Voire plus, on ne sait pas encore. Peut-être plus. Ouais. Mais comment vous voulez qu'en une semaine, les députés de la commission puissent les étudier? Et après, en 2 semaines dans l'hémicycle? C'est pas possible. On doit pouvoir nous laisser beaucoup plus de temps et faire tout simplement notre travail. Donc oui, pour moi, le Parlement aujourd'hui n'est pas respecté. Et le Conseil d'État non plus d'ailleurs. Oui, le Sénat d'ailleurs demandait plus de temps pour le débat parlementaire et l'exécutif a dit non à travers la voix d'Édouard Philippe mercredi. On écoute ses explications. Est-ce que vous êtes déterminé à maintenir la procédure d'urgence ou est-ce que vous l'abandonnez ? Nous allons rester sur le calendrier que nous avons proposé, oui, je dois le dire, et je ne m'en excuse pas. Dans une procédure accélérée, c'est vrai, qui a, et vous le savez parfaitement, Monsieur le Président Marseille, toujours été retenu s'agissant des réformes des retraites. Toujours. Pourquoi ? Parce que nous savons bien que le débat peut être intense, mais qu'à un moment, il faut adopter la loi. Et donc, nous proposons un débat complet, il sera passionné, et je crois même qu'il sera passionnant. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il permettra d'élaborer un texte encore meilleur que celui que nous soumettons au Parlement, car c'est à ça que sert l'examen parlementaire. Mais je veux être clair, Monsieur le Président Marseille. Nous allons créer ce système universel de retraite. Et nous allons soumettre, dans le calendrier qui est imparti, pour une adoption avant l'été, ce texte au Parlement français. Bon, le message est très clair, celui d'Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous pensez de sa fin de non-recevoir et puis surtout de toutes ces explications pour justifier le recours à la procédure accélérée ? En début d'émission, vous me demandez qu'est-ce que c'était qu'être indépendant. Être indépendant, c'est être pragmatique, c'est être constructif. Là, ce que je regrette, c'est que le gouvernement ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que certains groupes veulent faire preuve de bonne volonté en disant « nous, on est prêts à travailler sur ce système universel, sur ce système à points. Par contre, laissez-nous le temps de le faire correctement. » Et au lieu d'écouter, le Premier ministre dit non, niet, on a décidé quelque chose, on va le mener jusqu'au bout. Ça me fait un peu penser d'ailleurs aux 80 km/h, où Édouard Philippe avait exactement la même posture, en disant non, on ne bougera pas, on ne bougera pas, on ne bougera pas, pour finalement bouger et dire au département, bon allez, choisissez, faites un peu comme vous voulez. Vous pensez que le gouvernement va dans le mur avec ce type de position ? Je pense justement qu'il ne prend pas la bonne route. Il devrait faire preuve, il devrait plus considérer le Parlement, écouter ce qu'on dit, et on pourrait travailler de manière commune pour arriver à un texte qui réponde aux préoccupations des Français et qui amène plus d'égalité. Et alors l'opposition promet de l'obstruction, on sait qu'il y aura plus de 20 000 amendements. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va finir par être obligé de recourir au 49.3 ? En tout cas, je leur déconseille. Je pense que c'est ce que veut simplement la France Insoumise, parce que sur les 21 000 amendements, il y en a quand même 17 000 de la France Insoumise, et en fait, qui sont 17 fois les 1000 mêmes amendements. Oui. Donc là, on voit vraiment qu'on est dans de l'obstruction, j'allais dire bête et méchante, mais est-ce que pas du tout constructive. Est-ce que l'obstruction, c'est pas la seule chose qui reste au Parlement ? Non. Moi, j'ose espérer que non. Je pense qu'on peut vraiment avoir des débats. On peut mettre le gouvernement face à ses contradictions. On peut faire grandir le débat, mais avec des vraies idées de fond et pas uniquement avec une obstruction de forme. Alors pour boucler la réforme des retraites, notamment la question des transitions entre l'ancien et le nouveau régime, les textes prévoient également 29 recours à des ordonnances. Ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis fondamentalement contre les ordonnances. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, on décrédibilise, on rabaisse le rôle parlementaire. Plutôt que passer par ordonnance, mais faites-nous étudier l'intégralité des dispositions. Les parlementaires se prononceront, amenderont et on fera évoluer le texte encore d'une meilleure façon. Donc vous auriez voulu qu'on attende la conférence de financement avant d'étudier le texte au Parlement ? Clairement.
clairement, on va nous demander de nous prononcer sur quelque chose dont le Conseil d'État lui-même a dit qu'il y avait des trous dans la raquette. Et cette conférence de financement qui sera capitale, parce qu'il y aura quand même tous les acteurs autour de la table, là encore, on va devoir se prononcer sans en avoir les conclusions. Alors sur quel point finalement vous estimez que sur le fond, le projet de loi doit réellement évoluer ? Là où je suis d'accord avec le gouvernement, c'est vraiment sur ce système universel. Et qu'on ait un peu plus, qu'on arrête avec tous ces régimes spéciaux, qu'on regarde vraiment pour créer une inégalité sur la retraite aussi, sur ce que vont toucher les retraités. Le fait de dire quelqu'un qui a une carrière complète doit à minimum être à 80% du SMIC, moi je trouve ça tout à fait logique. J'ai une grand-mère ouvrière textile qui a travaillé toute sa vie, avait 743 € de retraite par mois. Et dans nos territoires, il y a énormément de personnes dans cette situation-là. Je pense que quand on a travaillé toute sa vie, on doit avoir une retraite qui est beaucoup plus décente. Et c'est ce que veut amener ce projet de loi. Et là, pour le coup, c'est plutôt un point positif. Alors, il y a eu 2 ans de concertation, puis 2 mois de grève très dure. Comment expliquer la défiance des députés, des Français ? Après toutes ces consultations, qu'est-ce que le gouvernement a raté ? Encore une fois, la forme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a toujours, déjà, le secrétaire d'État Delevoye, qui portait cette réforme, qui la connaissait... Le haut-commissaire aux retraites. Voilà, qui le connaissait plutôt très très bien. Il disparaît du jour au lendemain. C'est compliqué derrière de retrouver quelqu'un qui maîtrise le sujet aussi bien que lui. C'est pas le cas de Laurent Pietraszewski pour vous ? Il ne peut pas le connaître aussi bien que Delevoye, qui a porté la réforme depuis 2 ans, depuis le début. C'est lui qui l'a construit, c'est son bébé. Donc non, je pense que Laurent... Certains s'interrogent aussi sur ce qu'il a bien pu faire pendant ces 2 années de concertation pour qu'on arrive à une telle situation aujourd'hui. C'est compliqué pour le chef d'entreprise que je suis de dire, tiens, on travaille pendant 2 ans, mais au bout de 2 ans, on n'a toujours pas d'avancée. Et clairement, on va dire que dans le monde privé, c'est vrai qu'on entend souvent les députés de la majorité dire « bah moi je viens du privé, je viens du privé ». Quand on vient du privé et qu'on travaille pour rien pendant 2 ans, c'est un peu compliqué à exprimer et c'est un peu compliqué à justifier surtout. En tout cas, ce texte a concentré, on l'a dit, Stéphanie l'a dit, une mobilisation qui est quasiment jamais vue. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de loi de Bruno Retailleau ? Elle a été adoptée cette semaine en commission au Sénat, une proposition de loi qui dit qu'il faut pouvoir réquisitionner pour assurer un réel service minimum dans les transports. Je vais aller plus loin, c'est que j'ai fait la même proposition de loi. Donc je l'ai déposée il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale. Non, c'était pas en proposition de loi, c'était en question écrite justement pour interpeller le gouvernement en demandant justement à ce qu'on mette en place cette réquisition, notamment dans les transports en commun. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on prend un pays, une minorité prend une majorité en otage. En plus, il y a des conséquences économiques qui sont dramatiques. Quand vous discutez avec les commerces, avec les restaurateurs dans Paris, ça devient catastrophique. Certains ont perdu 70-80% de leur chiffre d'affaires. Mais est-ce que ce n'est pas une proposition qui va contre le droit de grève ? Non. Non, parce qu'à un moment donné, il faut mettre chacun face à ses responsabilités. Le droit de grève, c'est un droit universel. En France, chaque Français a le droit de faire la grève dès lors que ça ne contribue pas à paralyser complètement le pays. Sauf que dans la Constitution, le droit de grève n'est pas conditionné par le dès lors. Et c'est pour ça que la proposition de Bruno Retailleau pourrait être la bienvenue et peut-être dire, à un moment donné, vous savez, je ne sais plus qui disait la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, mais à un moment donné, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on peut permettre à des personnes d'empêcher d'autres Français de travailler, de gagner leur vie ? Parce que c'est ça derrière, il y a un certain nombre de familles qui souffrent de ces grèves parce qu'elles ne peuvent plus joindre les deux bouts. Voilà pour ce débat sur les retraites. On n'a pas fini d'en parler dans cette émission. Alors, deuxième sujet de cette émission, le projet de loi de bioéthique au Sénat. La Chambre haute a terminé cette semaine l'examen du texte. Elle a adopté la semaine dernière la PMA pour toutes, mais a limité son remboursement. Elle a aussi plus strictement encadré la recherche. Un résumé des débats par Samia Dechir. C'est un texte qui a échappé au clivage politique traditionnel. La loi bioéthique a été fortement modifiée par les sénateurs avec des alliances parfois inattendues. Malgré la présence quotidienne de la manif pour tous à ses portes, le Sénat n'a pas rejeté l'extension de la PMA à toutes les femmes, contre l'avis de certains élus de gauche et avec l'appui d'une partie de la droite. J'ai pris ces décisions en mon âme et conscience depuis plusieurs mois, de manière réfléchie, et je le savais que ça serait
sûrement à l'encontre de ma famille politique. C'est mon expérience personnelle qui fait que je décidais d'aller dans le sens d'évolution de la société. Si le Sénat a accepté d'étendre la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules, il a en revanche refusé que cet acte leur soit remboursé par la sécurité sociale. Moins médiatisé, le volet recherche du texte a aussi donné lieu à d'intenses débats. Les sénateurs ont approuvé l'assouplissement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, mais ils ont rejeté le mélange des cellules humaines et animales, une technique défendue par la Commission pour faire avancer la recherche médicale sur la régénération d'organes par exemple. Heureusement que les chercheurs que vous avez auditionnés ont pris l'engagement devant la commission spéciale pendant les auditions de dire qu'ils ne seraient pas des savants fous qui vont créer des monstres demain. Mais j'ai envie de dire, et après ? Autre rejet du Sénat, celui du diagnostic préimplantatoire pour repérer les anomalies génétiques d'embryons lors d'une FIV. C'était une proposition de la commission spéciale pour éviter les fausses couches à répétition. Elle a été refusée par les communistes et les républicains. On est dans une démarche d'eugénisme. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit, ni plus ni moins, de trier les embryons et d'éliminer les embryons qui n'ont pas un génome conforme. C'est donc un texte bien différent de celui voté par l'Assemblée nationale qui ressort de l'examen au Sénat. Il sera soumis au vote mardi prochain, avant une deuxième lecture par les deux chambres. Christophe Naegelen, eh bien, le Sénat a finalement adopté la PMA pour toutes, mais n'a pas voté le remboursement de la PMA pour toutes. Il l'a conditionné à des raisons d'infertilité. Est-ce que cela ne vide pas cette mesure de sa substance ? Non, je ne pense pas. Et je serais même tenté de dire que je suis plutôt d'accord avec ce qu'a voté le Sénat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le texte bioéthique dans son ensemble, mais aussi la PMA, c'est quelque chose de très personnel. C'est pas du tout partisan. Mais le législateur doit évoluer aussi avec la société. Personnellement, je suis favorable à la PMA pour toutes, pour les couples de femmes et pour les femmes seules. Néanmoins, je ne trouve pas normal qu'il y ait ce remboursement par la sécurité sociale. Mais ça va rien changer à ce moment-là. Elles vont continuer à aller ailleurs si c'est payant en France. Bah non. Si ça fait toujours une inégalité. Une inégalité entre riches et pauvres. Ah non, c'est pas forcément... Aujourd'hui, les personnes qui pouvaient pratiquer la PMA allaient à l'étranger, avec pas forcément une sécurité qui était la même que celle qu'on pourrait trouver en France. Aujourd'hui, on laisse la possibilité à ces femmes de le faire en France. Je rappelle quand même que la sécurité sociale, normalement, rembourse des actes médicaux. Mais la sécurité sociale rembourse aussi la maternité, qui n'est pas une maladie. Ah, qui n'est pas une maladie tout à fait, mais qui, dans ce cas précis, est quand même un tout petit peu différent, dans le sens où on est sur une évolution. Est-ce qu'il faut évoluer trop vite et pas de manière pas assez précise, en n'expliquant pas exactement ce qu'on veut faire, comment on veut le faire? C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie PMA, on l'autorise, très bien, on ne le rembourse pas, pourquoi pas dans un premier temps, il sera toujours temps de voir le nombre de femmes qui le pratiquent en France, quels sont les statuts sociaux de toutes ces femmes, est-ce qu'il y a nécessité impérative d'avoir un remboursement, et ça pourrait être une autre discussion. Pour moi, il est trop tôt de vouloir accepter ces deux points ensemble tout de suite. Et est-ce que vous pensez que ce débat va désormais ouvrir celui de la GPA pour les couples d'hommes, puisque aujourd'hui ils sont dans une position d'inégalité par rapport à la question des mères porteuses? Il y a une vraie problématique, c'est-à-dire que d'un côté, si on autorise la GPA, on est dans la marchandisation du corps de la femme, ça pose une vraie problématique. De l'autre côté, si on ne l'autorise pas, il y a une rupture d'égalité, voilà. Parce que les couples de femmes pourront avoir des enfants, les couples d'hommes ne pourront pas. Et ça va poser un vrai dilemme. Personnellement, je suis contre la GPA. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans cette marchandisation du corps de la femme. Et derrière, ce ne seront pas forcément des femmes françaises, ça pourrait être des femmes étrangères. On sait très bien qu'il y a des filières qui sont organisées. Donc non, je suis fondamentalement contre la GPA à instant T. On passe au dernier thème de cette émission, la lutte contre les violences conjugales, alors qu'au moins 8 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le mois de janvier, début du mois de janvier.
Après une première proposition portée par la droite à l'automne, en voici une seconde portée par la majorité pour décliner les mesures du Grenelle des violences conjugales. Le texte a été adopté à l'unanimité jeudi à l'Assemblée. Au cœur du débat, la levée du secret médical pour protéger les femmes en danger de mort. Le résumé avec Fanny Daïr. Pour 55 contre 0, la loi est adoptée à l'unanimité. L'objectif du texte, mieux protéger les victimes de violences conjugales. Dans l'hémicycle, le consensus était presque au rendez-vous, mais une mesure continue de diviser, l'article 8 qui ouvre la possibilité de lever le secret médical. Si le médecin suspecte une emprise de la victime par l'agresseur ou un danger immédiat, il pourra le signaler au procureur de la République avec ou sans son accord. Une décision jugée risquée pour certains. Le risque ici, c'est de priver les victimes d'un rare et précieux soutien qui pourrait engendrer une perte de confiance importante pour libérer sa parole, qui est pourtant une étape essentielle pour avoir la force de porter plainte. Sur les bancs de la gauche, les députés craignent également de détruire quelque chose. Ce serait une violence de plus pour ces femmes que d'être trahies par leur médecin. À droite, la mesure, déjà source de désaccords en commission, est jugée dangereuse. Au final, avec de tels actes, on risque d'exposer plus encore les femmes que ce n'est le cas aujourd'hui. C'est une véritable source d'inquiétude qui doit être soumise au débat. Mais pour la rapporteure du texte, cette disposition, réfléchie avec l'ordre des médecins, est nécessaire. Nous sommes dans des cas extrêmes où les femmes sont sous emprise et qu'elles n'ont pas forcément la capacité de prendre une décision qui est bonne pour elles-mêmes, mais parfois aussi pour leurs enfants. On sait le nombre de femmes chaque année qui meurent sous les violences de son conjoint. Elles ne passent pas toutes par le médecin. Le médecin ne voit pas forcément que ces femmes sont victimes de violences conjugales. Mais lorsque nous pouvons justement sauver ces femmes, faisons-le. Après 2 jours de débat en hémicycle, la balle est désormais dans le camp du Sénat. Alors fallait-il toucher à ce secret professionnel des médecins ? Alors personnellement, j'ai été opposé. Pourquoi ? Parce que même si l'intention est très bonne, j'ai peur que derrière, on ait des conséquences qui soient plutôt néfastes. Et par exemple, une perte de confiance, c'est ça qui vous inquiète ? On peut vraiment avoir une perte de confiance envers son médecin. Mais c'est surtout la rédaction qui est... On parle de possibilité dès lors où il y a emprise. Définissons l'emprise. Qu'est-ce qu'on entend par une personne sous emprise? Donc la rédaction, il y a vraiment une problématique et je pense qu'il faudrait, si tant est qu'on veuille lever le secret médical, il faudrait qu'on soit très clair sur les raisons pour lesquelles ce secret doit être levé. Et à instant T, pour moi, c'est pas le cas. Effectivement, c'est pas clair parce qu'en plus, c'est pas vraiment une obligation. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, pour un médecin, mais pour n'importe qui, le code pénal impose déjà de prévenir la police en cas de danger. Donc on se demande aussi l'efficacité de cette mesure. Non, mais tout à fait, c'est exactement ça. Encore une fois, je pense vraiment que l'intention de la rapporteure ou du gouvernement était plutôt bonne. Je pense que ça n'a pas été fait... Il va y avoir besoin de la navette parlementaire. Le Sénat va faire des améliorations. Ça va revenir à l'Assemblée nationale. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel il faut retravailler. Après, vous avez rappelé les chiffres. Mais c'est vrai qu'on est 220 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales. On parle de 170 000 enfants témoins de ces violences. Et chaque année, on est entre 150 170 femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Et ça augmente. On a besoin vraiment de prendre des mesures fortes pour protéger ces femmes, mais cette levée du secret médical, je ne suis pas sûr que ce soit la réponse adéquate. Alors vous aviez rédigé un rapport sur les moyens des forces de l'ordre, donc vous connaissez bien le fonctionnement de la police, vous connaissez bien ce qui se passe dans les commissariats. Que faut-il faire pour que les femmes battues soient mieux écoutées et que leurs plaintes soient prises au sérieux ? Il faut aussi... donner beaucoup plus de moyens et de possibilités à nos policiers et nos gendarmes. Parce que la réalité des choses, c'est qu'il y a tellement de paperasse administrative, il y a tellement de tâches qui leur sont confiées que quelquefois, et ce n'est pas du tout une excuse, mais en effet, des femmes viennent se plaindre à juste titre. Mais parfois, il faut bien prendre conscience qu'en face, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent aussi faire des erreurs. Et en effet, des fois, le dossier n'est pas forcément suivi comme il devrait l'être, mais pas du fait des personnes, de ces policiers ou de ces gendarmes, mais du fait de la procédure extrêmement lourde, extrêmement chronophage qui ne leur laisse pas le temps de le faire. Et justement, est-ce que les moyens du gouvernement mis au service de cette cause sont aujourd'hui à la hauteur ? Il y a eu toute la polémique autour notamment du budget du ministère de Marlène Schiappa. Certains députés dénoncent, je les cite, l'immense supercherie des moyens annoncés.
Vous savez, pour sauver 150 à 170 femmes, je pense que le budget sera jamais assez suffisant. On a besoin d'augmenter de manière beaucoup plus conséquente. Mais le ministère de l'Intérieur, sur ce sujet-là précis, a besoin aussi d'augmenter son budget pour permettre, encore une fois, aux policiers, aux gendarmes, de répondre au mieux et de prévenir ces futures catastrophes. Et aujourd'hui, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Un dernier sujet qui a fait l'actualité cette semaine, la question du congé après le décès d'un enfant. Hier, jeudi, la majorité a refusé de passer ce congé de 5 à 12 jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis très triste, frustré. C'était une proposition de loi portée par mon collègue Guy Bricout. C'est une excellente proposition de loi qui ne coûtait quasiment rien au gouvernement. On parle de 3000 cas. Si on regarde à peu près, ça revient moins cher que le coût de l'ambassadrice d'épaule, de ce qu'elle nous coûtait avec ces trois personnes. Voilà. Mais donc, en une seconde. Pardon. On arrive à la fin de cette émission en une seconde. Vraiment triste et déçu, notamment pour Guy Bricout qui portait cela avec le cœur. Bien, merci beaucoup Christophe Nejane d'avoir participé à cette émission. Merci Stéphanie de l'avoir présentée avec moi. À la semaine prochaine.